Salut à tous, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis, nous allons explorer la vie de différentes personnalités historiques afro-américaines dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Leurs vies sont fascinantes, tantôt choquantes, tantôt inspirantes, mais pour la plupart, elles sont aujourd'hui ignorées. Rejoignez-moi pour explorer leurs vies oubliées. Pour notre première histoire, nous allons retourner à la fin du XVIIe siècle à Philadelphie. Alice de Dunks Ferry, également connue sous le nom de Vieille Alice et Alice la Noire, est née esclave dans la ville récemment fondée de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans les colonies centrales de l'Amérique du Nord britannique, vers 1686. Ses parents, esclaves, avaient été amenés en Amérique depuis la Barbade, Caraïbes. On ne sait pas s'ils sont nés là-bas ou s'ils étaient nés en Afrique et amenés comme esclaves à travers l'Atlantique au début de leur vie. Alice était née seulement quelques années après la fondation de Philadelphie en 1682, et elle se souvenait plus tard avoir grandi là-bas. À une époque où la région environnante était, je cite, une terre sauvage et où les Indiens, ses principaux habitants, chassaient tant le gibier dans les bois. Alors que la panthère, le loup et les bêtes de la forêt rôdaient autour des wigwams et des cabanes dans lesquelles ils vivaient. Il faut dire qu'Alice faisait partie des rares malchanceux en Pennsylvanie, qui n'était pas un grand État esclavagiste. L'esclavage s'était développé progressivement dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord au XVIIe siècle, commençant à la fin des années 1610 et 1620 sous la forme de servitude sous contrat, où des Africains étaient forcés de travailler pendant des années. À la fin de cette période, ils étaient souvent libérés et recevaient une parcelle de terre en périphérie des colonies. Un arrangement similaire existait pour les Irlandais dans des colonies comme la Virginie, où beaucoup ont enduré des années en tant que serviteurs sous contrat. Cependant, dans le cas des Africains amenés en Amérique du Nord, leurs conditions se sont détériorées avec le temps. Et à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'Alice étant née, des lois avaient été introduites pour instaurer effectivement le type d'esclavage de plantation et d'esclavage mobilier qui est synonyme de l'histoire des débuts de l'Amérique. La situation, cependant, était différente en Pennsylvanie. Cette colonie avait été fondée au début des années 1680 par William Penn, un Quaker anglais qui avait reçu des terres du roi Charles II d'Angleterre en compensation d'une dette considérable que la couronne devait à son père décédé. Au cours du quart de siècle suivant, William Penn développa Philadelphie et la région environnante comme un refuge pour les dissidents religieux tels que les Quakers, les Baptistes et les Moraves qui étaient très persécutés en Europe. Cet esprit de tolérance concernait aussi les personnes réduites en esclavage. Et avec le temps, les Quakers devinrent la force motrice du mouvement abolitionniste dans les colonies et en Grande-Bretagne avec William Wilberforce, le chef du mouvement abolitionniste en Angleterre, qui était lui-même Quaker. Cela a permis à la Pennsylvanie d'avoir un nombre relativement faible de personnes réduites en esclavage, comparé aux colonies plus au sud, comme la Virginie et les Carolines. Alors que les 5 ou 6 000 esclaves présents en Pennsylvanie étaient généralement mieux traités que leurs homologues travaillant dans les plantations de tabac et de coton du sud. Tout cela a eu un impact sur la vie d'Alice et, comme nous le verrons très bientôt, ces expériences étaient liées à des personnages comme William Penn durant sa jeunesse. À l'âge de 10 ans, Alice a été emmenée de Philadelphie et envoyée à Dunks Ferry. C'était situé non loin de Philadelphie, à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le parc d'État de Neshaminy, dans le comté de Bucks, à Philadelphie. On distingue clairement la ligne d'horizon de Philadelphie, preuve qu'Alice n'avait pas été emmenée loin de la ville en expansion. La raison de son déménagement était de devenir maître de bac à Dunks, où un bac avait été établi en 1695 pour transporter les voyageurs à travers la rivière Delaware. Ici, elle était réduite en esclavage par Samuel Carpenter et était chargée de collecter l'argent du péage que les personnes souhaitant traverser la rivière devaient y payer pour le transport sur le bac. Elle allait passer les 40 prochaines années à travailler à Dunks Ferry. La raison pour laquelle nous connaissons autant de choses sur la vie d'Alice est principalement parce que son histoire a été racontée juste après sa mort par Isaiah Thomas. Il était le fondateur de la Société américaine d'antiquaires en 1812 ainsi qu'un homme de presse et écrivain. Il a également la distinction intéressante d'avoir lu pour la première fois la Déclaration d'indépendance dans le Massachusetts en 1776 après qu'elle ait été ratifiée par le Second Congrès continental à Philadelphie.
En 1804, Thomas publia un livre intitulé « Biographie excentrique ou mémoire de femmes remarquables, anciennes et modernes, etc. », avec des portraits. Il s'agissait d'une collection de près de 100 courtes biographies de femmes intéressantes, dont beaucoup étaient des souveraines et des femmes nobles du XVIIIe siècle, comme Catherine la Grande de Russie et la philosophe et première féministe Mary Astle. Pourtant, la toute première entrée dans le livre de Thomas concernait Alice de Dunks Ferry, et Thomas, qui avait parlé à des personnes ayant connu Alice dans ces dernières années, fournit un témoignage inestimable à son sujet. C'est grâce à Thomas que nous apprenons cela. Alice connaissait de nombreuses figures clés de la première histoire de la Pennsylvanie, notant qu'elle se souvenait de William Penn, le propriétaire de la Pennsylvanie, Thomas Story, James Logan et plusieurs autres personnages éminents de cette époque. Penn, comme mentionné, était le fondateur de la colonie et resta responsable jusqu'à sa mort en 1718, après quoi sa famille prit la relève. Thomas Story, Quaker éminent et controversé, séjourna en Pennsylvanie avant de revenir en Europe, où il fut arrêté à plusieurs reprises pour avoir prêché ses convictions religieuses en Angleterre et en Irlande. Logan était un Écossais irlandais qui devint plus tard maire de Philadelphie. En 1737, il a signé le Walking Purchase avec les Indiens Lenape locaux, ce qui a permis l'expansion vers l'ouest de la colonie de Pennsylvanie. Enfin, le propriétaire d'Alice à Dunks Ferry, Samuel Carpenter, était un ami de toujours de William Penn et fut le premier trésorier de la colonie de Pennsylvanie. Curieusement, il est régulièrement mentionné qu'il protestait contre l'institution de l'esclavage, mais cela contredit clairement le fait qu'il possédait Alice. Cela suggère que les conditions de son esclavage étaient peut-être moins oppressantes que celles de ses homologues plus au sud, dans les plantations. Au-delà de cela, Alice, qui a vécu bien au-delà de 100 ans, a également traversé des événements majeurs de la vie américaine. Cela inclut la guerre de 7 ans contre les Français et leurs alliés amérindiens entre 1756 et 1763, suivie par la Révolution américaine dans les années 1770, la naissance des États-Unis et les débuts de l'histoire du pays. Ainsi, elle avait beaucoup d'histoires intéressantes à partager plus tard. Heureusement, Alice était plus qu'heureuse de raconter les choses qu'elle avait vues et les personnes qu'elle avait connues, ce qui a fait d'elle l'une des premières historiennes orales de l'Amérique. Pendant les décennies où elle a travaillé à Dunks Ferry, elle était connue pour converser avec les passagers en attente au sujet de l'histoire de la Pennsylvanie, et les régaler avec des histoires sur William Penn et ses associés, ainsi que sur les débuts de la colonie. Alice était analphabète et ne pouvait donc pas lire ni écrire ses souvenirs de Philadelphie et de la Pennsylvanie, mais elle était connue pour avoir une excellente mémoire et être extrêmement intelligente. Par exemple, plus tard dans sa vie, alors qu'elle était très âgée, même selon les normes modernes, elle était, comme l'a raconté Isaïe Thomas, capable de montrer comment Philadelphie avait changé en tant que ville lorsqu'elle l'a visitée, montrant aux gens où l'église et d'autres bâtiments se trouvaient près d'un siècle plus tôt et ce qui avait disparu ou ce qui restait de ses débuts. Peu de gens remettaient en question la véracité de ses récits, et elle était connue pour mener une vie très honnête et modérée. De toute évidence, d'après la façon dont Thomas écrit à son sujet, Alice était devenue une sorte de figure de la vie en Pennsylvanie à la fin du XVIIIe siècle, avec des gens venant de loin pour écouter ses récits incroyablement détaillés et riches sur les débuts de la colonie. Alice n'a pas passé toute sa longue vie en esclavage. Après 40 ans de travail à Dunks Ferry, alors qu'elle devait probablement avoir un peu plus de 50 ans, Alice a été libérée de son travail là-bas. Il n'est pas certain si cela indique qu'elle a eu sa liberté ou juste l'autorisation de prendre sa retraite. Quoi qu'il en soit, il semble qu'après 1740 environ ses conditions de vie étaient généralement celles d'une femme libre. En 1780, la Pennsylvanie a suivi l'exemple du Vermont et est devenue la deuxième région des futurs États-Unis à abolir l'esclavage. Beaucoup des vies d'Antouli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre.
Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Ainsi, Alice serait morte en femme libre. Elle a vécu une longue vie à la retraite, atteignant finalement l'âge estimé de 116 ans. Une longévité qui semble exacte, étant donné les rapports confirmés selon lesquels elle se trouvait en Pennsylvanie au début de la colonie et connaissait William Penn, un homme décédé en 1718. Elle a passé la fin de sa vie en tant qu'historienne orale et s'est également engagée dans diverses autres activités. Elle était extrêmement religieuse, demandant à d'autres de lui lire la Bible et se rendant à l'église à cheval alors qu'elle aurait eu une 80aine d'années. Elle était également une pêcheuse passionnée, ramant souvent jusqu'au milieu de la rivière Delaware, même à un âge avancé, pour pêcher et revenant rarement sans une bonne prise. Alice semble même avoir créé une entreprise de vente de poissons salés ou d'alose dans sa vie plus tardive. En vieillissant, sa santé s'est inévitablement détériorée. Dans les années 1780, sa vue a commencé à lui faire défaut et elle est finalement devenue aveugle. L'affirmation d'Isaïe Thomas selon laquelle sa vue serait miraculeusement revenue à l'âge de 102 ans semble plus que douteuse. Il a également rapporté qu'avant sa mort, ses cheveux étaient devenus parfaitement blancs et que la dernière de ses dents était tombée de sa tête à l'âge de 116 ans. Malgré sa santé déclinante, elle était connue pour se rendre à Philadelphie de temps en temps, bien qu'elle ait passé ses dernières années à Bristol, en Pennsylvanie, au nord-est de Philadelphie, le long de la rivière Delaware. Elle est morte là-bas à une date inconnue en 1802, les estimations situant son âge à 116 ans. Si cela est vrai, cela la placerait parmi les 30 personnes les plus âgées ayant jamais vécu, et elle était probablement la personne la plus âgée du monde à cette époque. Aujourd'hui, son histoire est reconstituée à partir de diverses archives, et une plaque a été érigée à Dunks Ferry pour reconnaître que la traversée du fleuve à laquelle Alice veillait pendant plus de 40 ans se trouvait autrefois à cet endroit. Ensuite, nous nous dirigeons vers le nord-ouest américain, où la nourrice présumée de George Washington voyageait dans les années 1830. À l'automne et au début de l'hiver 1835, une femme du nom de Joyce Heth faisait sensation en Nouvelle-Angleterre et à New York. Heth était la vedette d'une exposition itinérante dans le Massachusetts, le Connecticut et d'autres États. Dirigée par un certain Phineas Taylor Barnum, un homme d'une vingtaine d'années alors largement inconnu du public, mais qui allait bientôt être vénéré sous le nom de PT. Barnum, le plus grand impresario du monde. Le spectacle de Barnum en 1835 était une affaire modeste comparée au théâtre et au cirque qu'il dirigerait dans les années suivantes. Dans cette première entreprise, il n'avait qu'une seule attraction, une vieille femme du nom de Joyce Heth. Cela peut ne pas sembler très intéressant, mais Heth était apparemment très âgée. En fait, Heth était si âgée qu'elle affirmait avoir été la nourrice de George Washington, le grand héros de la guerre d'indépendance américaine et le premier président des États-Unis. Ceux venus voir Heth en Nouvelle-Angleterre cet automne et début d'hiver, ou qu'il avait vu faire ses débuts au Nibbles Garden à New York quelques semaines plus tôt, étaient fascinés par ses histoires sur le petit Georgie et sur la façon dont elle l'avait élevé en Virginie un siècle plus tôt. Pour mettre cela en perspective, George Washington était né en Virginie au printemps 1732, 63 ans, avant que Barnum ne commence à exposer Heth.
Étant donné que les nourrices étaient généralement des femmes âgées de 20 à 40 ans, si l'on devait croire les affirmations de Barnum, alors Het aurait dû avoir au moins 120 ans. Pourtant, pour une raison quelconque, Barnum a exagéré encore davantage en affirmant qu'elle était née en 1674 et qu'elle avait 161 ans. C'était une affirmation quelque peu étrange, étant donné que cela aurait fait d'elle une femme d'une cinquantaine d'années lorsqu'elle était la nourrice de Washington. Peut-être que Barnum pensait que ce chiffre attirerait un public plus large. Cela a tout de même poussé beaucoup à douter de ses affirmations. Het est rapidement devenue une sensation, présentée comme la curiosité la plus étonnante et intéressante du monde. Elle avait été esclave sous Augustine Washington, le père de George, et avait pris ce soin du père fondateur dans les années 1730 et jusque dans les années 1740. Et pendant un certain temps, Barnum a gagné beaucoup d'argent et attiré beaucoup d'attention médiatique en l'exhibant, mais cela n'a pas duré longtemps. Le 19 février 1836, après seulement quelques mois de sensations médiatiques, Het est décédé à New York. La mort de Het a conduit à un événement qui, de manière quelque peu paradoxale, a prouvé que Barnum avait menti sur ses origines, mais qui, en même temps, allait propulser sa carrière de montreur de spectacle. Avec la vieille nourrice décédée, Barnum décida d'essayer de tirer profit de la notoriété qu'elle avait acquise au cours de l'année précédente. En conséquence, il engagea un médecin du nom de David L. Rogers pour pratiquer une autopsie sur son corps afin de vérifier qu'elle avait bien plus de 100 ans. Cependant, Rogers ne confirma pas les affirmations extravagantes de Barnum. Au lieu de cela, il affirma qu'elle était une femme d'environ 70 ou 80 ans et non la centenaire exceptionnelle que Barnum avait prétendu. Bien que l'autopsie et l'attention du public qu'elle a suscité auraient pu ruiner Barnum, il était un homme qui comprenait l'idée qu'il n'existe pas de mauvaise publicité. Il avait déjà suscité l'intérêt du public en faisant payer à environ 1500 curieux un demi-dollar, une somme assez importante à l'époque, pour assister à l'autopsie le 19 février 1836. Même après cela, il a continué à susciter l'intérêt du public en répandant des histoires extravagantes. Que Rogers avait en réalité pratiqué l'autopsie sur une personne complètement différente et que Het était vivante, en bonne santé et en tournée en Europe. Les journaux à un sou ne s'en lassaient pas et, comme vous le verrez, cela a contribué à lancer la carrière de Barnum. Mais la triste réalité, c'est que Joyce Het était morte. Son autopsie avait révélé qu'elle était très probablement née dans les années 1750, à l'époque où Washington entrait dans l'âge adulte. Alors, si Joyce Het n'était pas celle que Barnum prétendait, qui était-elle vraiment ? La réalité, c'est que nous savons très peu de choses sur la véritable Joyce Het, mais il existe suffisamment de preuves pour reconstituer quelques grandes lignes de sa vie. Elle serait apparemment née dans les années 1750. Son lieu de naissance est inconnu, bien qu'on puisse presque certainement écarter l'affirmation faite à l'époque selon laquelle elle viendrait de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique. Il semble plutôt qu'elle soit issue d'une famille d'esclaves dans l'un des États du Sud, la Virginie, les Carolines ou la Géorgie étant les endroits les plus probables. Compte tenu de son époque de naissance, il n'existe cependant aucun document permettant de la relier au domaine de Washington à Mount Vernon. Les premiers documents la concernant datent seulement de son âge avancé, alors qu'elle était déjà esclave dans le Kentucky. Au début de l'année 1835, Barnum reçut un tuyau à son sujet de la part d'un forain du Kentucky nommé R. W. Lindsay. Il alla ensuite lui rendre visite et trouva une femme très âgée, totalement aveugle, avec de longs cheveux gris épais, une petite carrure, des ongles qui ressemblaient à des cerfs et un visage ridé marqué par l'âge. Mais ce qui était le plus curieux, c'est que Het, qui souffrait presque certainement de sénilité avancée et de perte de mémoire, était extrêmement bavarde et aimait divertir ses invités avec des histoires sur la façon dont elle s'occupait de son cher petit Georgie. L'identité de Georgie reste sujette à débat, mais Barnum s'organisa rapidement pour louer Het, car il lui était illégal d'acheter un esclave dans les États du Nord, libres au milieu des années 1830.
Il rédigea également un faux acte de vente prétendument daté du XVIIIe siècle qui la reliait à la famille Washington. Avec cela, Barnum partit pour New York afin d'exposer ce qu'il appelait la nourrice de George Washington. Lorsque nous examinons les événements de 1835 en tenant compte de qui était réellement Joyce Heth, il devient tout à fait évident à quel point le comportement de Barnum était ignoble en essayant de la présenter au monde comme la nourrice de George Washington, âgée de 161 ans. Non seulement il prenait cette femme âgée, vulnérable et réduite en esclavage pour la présenter comme une attraction afin de gagner de l'argent, mais il la surmenait également de façon excessive. Au sommet de sa popularité, en 1835, Barnum exposait cette femme aveugle de 80 ans, 6 jours par semaine, pendant plus de 12 heures par jour. Les gens pouvaient lui serrer la main, prendre son pouls et la toucher tant que cela restait approprié, la traitant en quelque sorte comme un animal. Cela a duré environ 7 ou 8 mois et il a empoché tous les bénéfices qui auraient trop dépassé 1500 $, une belle somme à l'époque équivalent à environ 50 000 $ aujourd'hui. Barnum contournait également les règles de la propriété des esclaves de l'époque en, je cite, louant Heth à son propriétaire du Kentucky, un État où l'esclavage était encore en vigueur, et en l'emmenant dans les États libres du Nord où l'esclavage était illégal. Mais dans les faits, il l'avait acheté et voyageait illégalement à travers New York et la Nouvelle-Angleterre avec une esclave. Il y avait des rumeurs de mauvais traitements supplémentaires. Par exemple, une histoire raconte que Barnum a enivré Heth et lui a fait arracher les dents qui lui restaient afin de la faire paraître plus authentique à 161 ans, quoiqu'une personne de 161 ans soit censée ressembler. On ignore si cette histoire est vraie, et il se peut que Heth n'ait déjà plus de dents à leur première rencontre. Mais le simple fait qu'une telle histoire ait pu se développer est révélateur de la manière dont Barnum a effectivement abuse des femmes âgées qui ne pouvaient même pas prendre soin d'elles-mêmes. De plus, beaucoup reprochent à Barnum la mort de Heth, soulignant qu'elle était devenue faible à cause de son emploi du temps épuisant, ce qui l'a menée prématurément à la tombe. Aussi cruel que le comportement de Barnum ait pu être dans sa façon de traiter Joyce Heth, il ne fait aucun doute que tout cet épisode a servi à lancer sa carrière. Peu de temps après l'autopsie de Heth, il a créé le grand théâtre scientifique et musical de Barnum. Il a rencontré un succès mitigé en raison de la panique de 1837, un krach financier qui a conduit à une stagnation économique à la fin des années 1830. Mais une fois que les gens ont retrouvé de l'argent dans leurs poches, au début des années 1840, ils sont venus en grand nombre. À la dernière entreprise de Barnum, le musée américain de Scudder, un lieu où Barnum exposait toutes sortes de personnes considérées à l'époque comme ayant des anomalies physiques. Des nains, des albinos, des personnes atteintes de gigantisme et d'autres affections. C'était le début d'une longue carrière au cours de laquelle l'homme qui allait devenir connu comme le plus grand impresario du monde et fonder le cirque Barnum et Bailey ferait en grande partie sa fortune en exploitant les plus démunis, des personnes comme Joyce Heth, avec qui tout a commencé au milieu des années 1830. Curieusement, la réputation de Barnum est encore souvent renforcée aujourd'hui, notamment grâce au film de 2017 The Greatest Showman, qui a complètement occulté les aspects peu reluisants de sa vie, de sa carrière et de son caractère. Joyce Heth a été enterrée après l'autopsie dans la ville natale de Barnum, à Bethel, dans le Connecticut. Il affirmait que cela avait été fait par respect, mais cela ignore tous ses actes jusqu'à ce moment-là. Au fil des années, Barnum est devenu un fervent abolitionniste, et l'exploitation de Heth est devenue une source majeure d'embarras pour lui. Il en a brièvement parlé dans ses mémoires de 1869, exprimant que le moins méritant de tous mes efforts dans le domaine du spectacle fut celui qui m'a introduit dans ce métier. Il ajoute que c'était une combine qui n'était en aucun cas de mon propre fait, une qui était déjà connue du public depuis un certain temps et qui avait tant de garants. Pour son authenticité, au moment où j'en ai pris possession, je croyais honnêtement qu'elle était authentique. Barnum minimise largement la tournée avec Heth et évite d'entrer dans les détails de l'autopsie, se contentant de la qualifier de sujet sombre entouré de mystères.
Aujourd'hui, cependant, sa mémoire a été réhabilitée et elle n'est plus considérée simplement comme une curiosité que Barnum a utilisée pour lancer sa carrière. En particulier, les travaux de Harriet A. Washington, dans son livre médical Apartheid, ont mis en lumière la manière dont l'expérimentation médicale sur les Afro-Américains est restée un phénomène dans l'Amérique du XIXe siècle, même alors que l'esclavage touchait à sa fin. Et les travaux de Benjamin Riis sur les relations raciales au XIXe siècle. L'industrie du divertissement aux États-Unis a mis en lumière la manière dont Haight a été victime d'un homme trop souvent célébré comme le plus grand impresario de son époque. Cette troisième histoire est assez tragique mais vraiment inspirante. Cette femme réduite en esclavage a défié toutes les probabilités et est devenue une abolitionniste influente, ainsi qu'une militante pour les droits civiques des Afro-Américains et les droits des femmes. Nommée Isabella Balmfree à la naissance, Sir Sojourner Truth est née vers l'année 1797, la date exacte étant inconnue. Cela est dû au fait que la date de naissance de Truth n'a pas été enregistrée, ce qui était typique pour les enfants nés en esclavage. La jeune Isabella est née en esclavage à Swarthekil, dans l'État de New York, en tant que 10e d'une fratrie de 12 enfants. Son père, James, était un esclave capturé dans l'actuel Ghana, et sa mère était la fille d'esclaves originaires de Guinée. La famille Balmfree appartenait au colonel Hardenberg, qui avait acheté les parents de Vérité aux marchands d'esclaves et les gardait, eux et leur famille, dans son domaine à Swarthekil, dans l'État de New York. Lorsque le colonel Hardenberg est mort en 1806, Vérité, qui avait 9 ans, a été vendue aux enchères à John Neely, près de Kingston, dans l'État de New York. Jusqu'à ce moment-là, Vérité ne parlait que le néerlandais, car Swarthekil, dans l'État de New York, appartenait aux Néerlandais. John Neely était décrit comme cruel et violent, et Vérité expliqua plus tard comment il l'abattait tous les jours. En 1808, Neely la vendit pour $105 à un aubergiste nommé Martin Shriver de Port Ewen, dans l'État de New York. Pourtant, après seulement 18 mois chez Martinus, il vendit Vérité en 1810 à Jean Dumont de West Park, dans l'État de New York. Truth allait passer la majeure partie de son adolescence avec le violent Dumont, qui abusait d'elle sexuellement, et sa seconde épouse. Les années qu'elle a passées asservies à Dumont furent extrêmement pénibles. Les abus sexuels constants que Vérité subissait de la part de Dumont créaient une grande tension entre elle et l'épouse de Dumont, qui rendait sa vie encore plus misérable qu'elle ne l'était déjà. En 1815, alors que Vérité avait environ 18 ans, elle tomba amoureuse d'un homme asservi nommé Robert, provenant d'une ferme voisine. Cependant, le propriétaire de Robert lui interdit d'entretenir une relation avec lui, car il ne voulait pas que Robert ait des enfants avec Vérité. Cela s'explique par le fait que le propriétaire de Robert ne possédait pas Vérité et, par conséquent, il ne posséderait pas les enfants qu'elle mettrait au monde. Malgré les avertissements du propriétaire de Robert, il continuait à rencontrer Vérité en secret. Cependant, un jour fatidique, le propriétaire de Robert a trouvé le couple ensemble et s'est mis à le battre violemment. La violence ne s'est arrêtée que lorsque Dumont est intervenu. Malheureusement, après ce jour, Vérité n'a jamais revu Robert. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé après l'incident, mais on pense qu'il est mort quelques années plus tard. On dit que cette expérience traumatisante a hanté Vérité pour le reste de ses jours. Alors que Vérité était de jeune, elle a donné naissance à 2 enfants, Jacques et Diana. Malheureusement, Jacques s'est décédé alors qu'il était encore enfant. Pendant ce temps, Diana, qui est née en 1815, était le résultat de son propriétaire d'esclaves qui s'est imposé à elle. Environ 2 ans plus tard, Dumont a forcé Truth à épouser un homme esclave plus âgé nommé Thomas, avec qui elle a eu 3 enfants, Pierre, Élisabeth et Sophie. En 1799, l'État de New York a commencé à légiférer sur l'abolition de l'esclavage. Malgré cela, la véritable émancipation des personnes réduites en esclavage à New York n'a été complète que le 4 juillet 1827. À ce moment-là, le propriétaire d'esclaves de Vérité lui avait promis de lui accorder sa liberté 1 an avant l'émancipation de l'État, en 1826. Mais seulement si elle se comportait bien et restait fidèle. Malgré cela, Dumont décida de revenir sur sa parole et affirma qu'une blessure à la main subie par Vérité la rendait moins productive.
Approchant maintenant de la trentaine, Vérité était en colère face à cette situation, mais pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à travailler. À la fin de l'année 1826, Vérité réussit à s'échapper vers la liberté avec sa petite fille, Sophia. Cependant, elle fut forcée de laisser ses autres enfants derrière elle, car ils étaient encore liés à leur propriétaire et ne seraient pas légalement libérés lors de l'ordre d'émancipation de 1827. Peu de temps après avoir obtenu cette nouvelle liberté, Vérité apprit que son fils de 5 ans, Pierre, avait été illégalement vendu par Dumont à un autre propriétaire d'esclaves en Alabama, et qu'il était gravement maltraité par les personnes qui l'asservissaient. Elle porta cette affaire devant la justice et, en 1828, après plusieurs mois de procédure judiciaire, elle réussit finalement à faire revenir son fils auprès d'elle, comme il se devait. En portant cette affaire devant la justice, Sojourner Vérité devint l'une des premières femmes noires à poursuivre un homme blanc en justice et à gagner. Cherchant enfin à commencer une vie meilleure, Vérité s'installa avec son fils Pierre à New York en 1829, où elle travailla comme femme de ménage pour Eli Pearson, un évangéliste chrétien. Puis, en 1832, elle rencontra Robert Mathieu et alla travailler avec lui comme femme de ménage à la colonie communautaire du royaume Mathieu. Pendant qu'elle travaillait pour Mathieu, le fils de Vérité, Pierre, trouva un emploi sur un baleinier en 1839, et Vérité reçut des lettres de lui entre 1840 et 1841. Finalement, en 1842, le navire accosta dans le port de Nantucket, et Vérité était ravie de retrouver son fils. Cependant, Pierre était introuvable. Ce qui lui est exactement arrivé reste inconnu. Tout ce dont nous pouvons être certains, c'est que Vérité n'aurait plus jamais de nouvelles de son fils. Depuis l'adolescence, Vérité affirmait avoir des visions et entendre des voix. Elle attribuait ces expériences à des communications de Dieu. En 1843, Vérité est devenue méthodiste et a changé de nom. Jusqu'à ce moment de sa vie, elle était connue sous le nom d'Isabella Balmfree. Mais à partir de ce moment, elle serait désormais connue sous le nom célèbre de Sojourner Vérité. Selon Vérité, elle a choisi chaque partie de ce nom de manière spécifique. Sojourner parce qu'elle devait parcourir le pays de long en large pour montrer aux gens leurs péchés et leur être assignés, et Vérité parce que l'Esprit de Dieu lui a parlé, lui disant de prêcher la vérité. Elle a mentionné cela à ses amis proches et à ses connaissances en disant « L'Esprit m'appelle et je dois y aller ». Peu de temps après, Vérité a quitté New York et s'est rendue dans le Massachusetts. Elle a fait cela afin de militer pour l'abolition de l'esclavage et de faire entendre sa voix dans toute la partie est des États-Unis. Par la suite, Vérité a commencé à assister aux réunions de camp millerites. Ce groupe suivait les enseignements du prédicateur baptiste américain William Miller, qui prédisait et prêchait que le retour de Jésus était proche. Selon Miller, il reviendrait entre les années 1843 et 1844, mettant ainsi fin à la vie sur Terre. Truth était très appréciée dans ces milieux, attirant de grandes foules chaque fois qu'elle parlait, prêchait ou chantait. Cependant, comme beaucoup d'autres, Truth s'est éloignée de son réseau millérite après que la seconde venue de Jésus ne se soit jamais produite. Après avoir quitté les millérites derrière elle, en 1844, Truth a rejoint un groupe fondé par des abolitionnistes appelé l'Association de Northampton pour l'éducation et l'industrie. Cette organisation était très progressiste, soutenant les droits des femmes, la tolérance religieuse et même le pacifisme. Truth partageait des convictions similaires avec de nombreux autres membres, et grâce au soutien de ce groupe, elle a prononcé avec succès son tout premier discours contre l'esclavage. Cela a marqué le début de sa vie d'activiste. Avec le temps, Truth a continué à travailler et à prendre la parole en public. En 1850, elle a économisé assez d'argent pour acheter une maison à Florence, dans le Massachusetts. La même année, elle a été invitée à prendre la parole lors de la première convention nationale pour les droits des femmes qui s'est tenue à Worcester, dans le Massachusetts. Avec le temps, la réputation de Truth s'est développée dans les cercles abolitionnistes et en 1851, elle donnait des conférences dans tout l'État de New York avec l'abolitionniste et orateur George Thompson. Pourtant, ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle a véritablement accédé à la notoriété.
Le moment qui lui a valu une telle renommée s'est produit en mai, lorsque Truth a assisté à la Convention pour les droits des femmes de l'Ohio et a prononcé son discours le plus célèbre sur les droits des femmes, qui sera plus tard connu sous le nom de « Ne suis-je pas une femme ?» Ce discours réclamait l'égalité des droits humains pour toutes les femmes ainsi que pour les Afro-Américains. On raconte que Truth est montée sur scène avec une présence imposante et maîtrisée, les membres du public étant perplexes devant sa prestance et hésitant à croire qu'elle était même une femme, ce qui a inspiré le nom de son discours. La première version du discours a été publiée un mois plus tard par Marius Robinson, rédacteur du journal de l'Ohio The Anti-Slavery Bugle. Robinson a assisté à la convention et a noté lui-même les paroles de Truth. Cependant, le discours ne comprenait pas la question. « Ne suis-je pas une femme ?» Pas même une seule fois. Cependant, la célèbre phrase apparaîtra 12 ans plus tard dans une version du discours teinté d'un accent du Sud. Cependant, il est extrêmement improbable que Truth, originaire de New York et dont la première langue était le néerlandais, ait parlé dans cet idiome du Sud. Les opinions de Vérité étaient en jugées radicales, même parmi les abolitionnistes. Elle recherchait l'égalité politique pour toutes les femmes et réprimandait la communauté abolitionniste de ne pas chercher à obtenir les droits civiques pour les femmes noires ainsi que pour les hommes. En plus de cela, elle a exprimé son inquiétude, affirmant qu'il était possible que le mouvement se dissolve. Après avoir obtenu des victoires pour les hommes noirs, laissant à la fois les femmes blanches et noires sans droit de vote ni autres droits politiques essentiels. Ses opinions à cette époque montrent à quel point Vérité était et reste une figure importante au sein des mouvements pour les droits civiques et féministes. Lorsque la guerre de sécession a éclaté en 1861 et jusqu'à sa conclusion, Vérité a soutenu la cause de l'Union en recrutant des soldats afro-américains pour son armée. En 1864, elle a été engagée par la National Freedmen's Relief Association à Washington, D.C. Vérité a travaillé très dur au sein de l'association, faisant de son mieux pour améliorer les conditions des Afro-Américains. En octobre de la même année, elle a même rencontré le président Abraham Lincoln pour discuter de ces questions. Même après la guerre, Vérité n'avait pas terminé. Elle s'est tournée vers de nouveaux problèmes, tels que la ségrégation raciale dans les transports publics, la pauvreté des réfugiés afro-américains du Sud, ainsi que le chômage généralisé et le manque de terre parmi les Afro-Américains. Son habile exploitation de sa réputation à travers la photographie et l'imprimé l'a aidée à devenir l'une des oratrices les plus renommées du siècle. En 1870, Vérité a été invitée à la Maison-Blanche où elle a eu une rencontre avec le président Grant. 2 ans plus tard, elle était de retour à Battle Creek dans le Michigan et est devenue un membre actif de la campagne de réélection présidentielle de Grant. Vérité s'est même rendue au bureau de vote le jour de l'élection, essayant de voter et de faire entendre sa voix, mais étant une femme, elle a été refoulée. Même vers la fin de sa vie, tout le monde n'accueillait pas favorablement les prêches et les conférences de Vérité. Cependant, elle avait de bons amis et d'excellentes relations avec des personnes influentes de l'époque. Vers la fin de sa vie, Vérité devint faible et malade, et fut prise en charge par 2 de ses filles. Madame Sojourner Vérité est décédée le 26 novembre 1883, à l'âge de 86 ans, à son domicile de Battle Creek. Ses funérailles ont eu lieu seulement 2 jours plus tard à l'église presbytérienne du Congrès, avec près de 1000 personnes présentes. Elle a ensuite été enterrée au cimetière Oak Hill de la ville. Le réformateur social afro-américain Frederick Douglass a prononcé un éloge funèbre pour elle à Washington, D.C., qui a magnifiquement résumé ses réalisations et son impact. Vénérable par l'âge, distinguée par sa compréhension de la nature humaine, remarquable par son indépendance et son courage à s'affirmer. Dévouée au bien-être de sa race, elle a été, durant les 40 dernières années, un objet de respect et d'admiration pour les réformateurs sociaux du monde entier. Pour commémorer la vie et l'œuvre de Sir Sojourner Truth, de nombreux monuments ont été érigés en son nom.
Cela inclut des plaques, des monuments et des statues dans de nombreux États américains, notamment le Michigan, l'Ohio, New York, la Californie et Washington DC. En plus de cela, de nombreuses œuvres d'art ont été inspirées par Truth et sa vie. En 1862, le sculpteur américain William Wetmore a achevé une statue en marbre intitulée « La Sibylle libyenne ». L'œuvre a remporté un prix à l'Exposition universelle de Londres. En 1892, l'artiste Frank Carter a été chargé par Francis Teeter de peindre la rencontre entre Truth et le président Abraham Lincoln, qui a eu lieu le 29 octobre 1864. En 1945, Elizabeth Catlett a créé une gravure intitulée « Je suis Sojourner Truth » dans le cadre d'une série rendant hommage au travail des femmes noires. La gravure se trouve dans la collection du Metropolitan Museum of Art. Elle créera plus tard une statue grandeur nature de Truth qui a été exposée à Sacramento, en Californie. Aux États-Unis et même dans le monde entier, il est largement reconnu que Truth a laissé un héritage de courage, de foi et de lutte pour ce qui est juste et honorable. Sans aucun doute, la vie de Truth et l'impact qu'elle a laissé se voient encore aujourd'hui. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Tennessee du XIXe siècle, où une légende de l'Ouest relativement méconnue est née. Mary Fields est née dans le comté de Hickman, dans le Tennessee, en 1832. Elle a travaillé dans les champs de coton comme esclave pendant les 30 premières années de sa vie. Comme pour la plupart des esclaves, les informations sur sa jeunesse sont pratiquement inexistantes. Nous ne pouvons donc que supposer ses conditions de vie. Nous savons seulement que Mary devait dépasser la plupart des garçons et fière de sa ville. À l'âge de 18 ans, elle était une figure imposante, mesurant 1,83 m et pesant environ 90 kg. À cette époque, il était courant que leurs propriétaires n'inscrivent jamais leur nom dans les documents. À la place, ils utilisaient des numéros qui étaient inscrits dans des registres. Les esclaves étaient traités comme des biens et Mary Fields n'était probablement pas une exception. En 1865, la guerre de sécession prit fin et, avec elle, l'esclavage fut aboli. Enfin, Mary fut libérée après avoir été esclave pendant plus de 30 ans de sa vie. Ne sachant pas quoi faire, elle suivit le même chemin que de nombreux autres anciens esclaves et partit vers une nouvelle vie dans le Nord, beaucoup plus accueillant. Finalement, elle trouva du travail comme blanchisseuse et domestique sur les bateaux à vapeur du fleuve Mississippi. Après cela, elle aurait travaillé à San Antonio, en Floride, dans la maison du juge Edmund Dunn. Cependant, lorsque l'épouse de Dunn, Joséphine, est décédée, il a demandé à Mary d'emmener ses 5 enfants chez leur tante dans l'Ohio. Après un long voyage, ils ont finalement atteint le couvent des Ursulines du Sacré-Cœur à Toledo, dont la tante des enfants, Mary Amadeus Dunn, était la mère supérieure. Mary avait accompli son devoir avec succès. Les 5 enfants étaient désormais en sécurité chez leur tante. Lorsque les religieuses ont demandé à Mary comment s'était passé son voyage, elle a répondu que tout allait bien puis a déclaré qu'elle aurait bien besoin d'un cigare et d'un verre. Avec Edmund Dunn en Floride et les enfants en sécurité sous la protection de leur tante, Mary n'avait plus d'employeur. Heureusement, le couvent l'a immédiatement engagée comme gardienne des lieux. Pourtant, les pauvres sœurs n'avaient aucune idée de ce dans quoi elles s'engageaient. Les sœurs du couvent étaient de très paisibles et bien disciplinées. Mary était tout le contraire. Pendant les 15 années suivantes, Mary travailla au couvent. Là-bas, elle recevait le gîte, les repas, les vêtements et était payée $50 par an. Le couvent, auparavant calme et ordonné, changea complètement à l'arrivée de Mary. Elle était bruyante et s'exprimait de toutes les manières qu'elle jugeait appropriées. Cela a suscité beaucoup d'étonnement dans le couvent tranquille. Il est vrai qu'elle faisait bien son travail et gardait les lieux dans un état impeccable, mais son comportement intimidait beaucoup de sœurs. Comme l'a rappelé une sœur, que Dieu aide quiconque marchait sur la pelouse après que Mary l'avait tondue. Elle jurait, se plaignait de son faible salaire et était prête à se battre avec n'importe qui, homme ou femme, à tout moment. Ce comportement aurait choqué les femmes blanches à l'époque.
Elle s'attendait à ce que les Afro-Américains soient bien élevés et soumis. Pourtant, Marie ne correspondait pas à cette norme. En outre, des archives révèlent que de nombreuses religieuses se plaignaient de son tempérament et de son caractère difficile. Bien que Marie ait eu du mal au début à s'adapter à la vie paisible du couvent, elle s'est fait une amie importante, Mère Amadeus Dunn, la très respectée et adorée mère supérieure du couvent. Mère Amadeus était une âme courageuse, connue pour son charisme et son absence de peur. Elle s'entendait très bien avec Marie, et leur amitié s'épanouissait. En 1884, elle fut appelée à faire du travail missionnaire par son évêque et fut envoyée dans le territoire du Montana pour fonder des écoles pour les enfants amérindiens. Un an plus tard, Mère Amadeus tomba gravement malade, peut-être à cause d'une pneumonie. Malgré tous les défauts de Marie, elle avait un grand sens de la loyauté et un cœur en or. Dès qu'elle apprit que son amie était malade, elle laissa tout tomber et endura seule un voyage de plus de 2500 km pour se précipiter à son chevet à Cascade, dans le Montana. Marie resta auprès de Mère Amadeus jusqu'à son rétablissement complet et elle fut essentielle pour l'aider à retrouver la santé. Au départ, Marie prévoyait de retourner au couvent dans l'Ohio une fois que sa chère amie irait mieux. Cependant, elle décida qu'elle aimait l'Ouest et choisit d'y rester. Par la suite, Marie commença à travailler dans un couvent du Montana près de Cascade. Pendant plusieurs années, elle a aidé à construire des églises et d'autres bâtiments autour du couvent. Elle était une travailleuse efficace et refusait l'aide des hommes lorsqu'elle portait de lourdes charges de bois et de pierres sur son dos. Une fois la construction terminée, elle a continué à travailler pour le couvent, mais désormais elle entretenait une relation beaucoup plus directe avec les religieuses. Bien qu'elle ait servi fidèlement les religieuses dans cette communauté rude et isolée, son attitude et ses actions inquiétaient de plus en plus l'évêque. Quelques mois seulement s'étaient écoulés et déjà plusieurs personnes s'étaient plaintes à l'évêque de son comportement. Non seulement sa nouvelle employée fumait, buvait et jurait, mais elle s'habillait aussi comme un homme. Ces valeurs, qui n'étaient pas du tout en accord avec celles de l'Église catholique, provoquaient des tensions. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsque Marie se disputa avec le concierge irrespectueux du couvent. La situation a dégénéré et tous deux ont braqué leurs pistolets l'un sur l'autre. Après cela, l'évêque lui ordonna de quitter le couvent et de ne jamais revenir. C'était la première fois depuis de nombreuses années que Marie était enfin libre de penser à ce qu'elle voulait faire. Mais d'abord, elle devait joindre les deux bouts. Pour subvenir à ses besoins, elle faisait toutes sortes de petits boulots comme travailler dans une ferme à cultiver des récoltes, s'occuper des animaux, faire la lessive des gens et même réparer des bâtiments. C'est à cette époque que les Amérindiens lui donnèrent le surnom de Corneille Blanche. Apparemment, c'était parce qu'elle se comportait comme une femme blanche mais avait la peau noire. Comme elle était la première et l'une des seules Afro-américaines de la ville, les Blancs locaux ne savaient pas quoi penser d'elle. Dans une rédaction, une écolière a écrit ceci à propos de Marie. Elle boit du whisky, elle jure et elle est républicaine, ce qui fait d'elle une créature vile et méprisable. Pourtant, avec le temps, les opinions à son sujet dans la ville ont changé. Elle a fini par ouvrir un restaurant et a décidé de servir à manger à tout le monde, que les gens aient de l'argent pour payer ou non. Malheureusement, sa tendance à offrir des repas gratuits aux nécessiteux l'a mise en faillite. Après seulement 10 mois, son restaurant a fermé à cause de la faillite. C'est à cette époque qu'on pouvait souvent la trouver dans les saloons, buvant des alcools forts et se battant au pistolet. En 1895, son ancienne amie, Mère Amadeus, a fait don d'une diligence pour encourager les déplacements dans cette région isolée. Cela signifiait également que la poste américaine pouvait l'utiliser pour ouvrir une ligne postale sous contrat afin d'accélérer la livraison du courrier. Bien que Marie ait eu environ 63 ans, elle a été engagée par la poste américaine comme factrice. Malgré la concurrence, Marie a obtenu le poste convoité grâce à sa réputation de dure à cuire
et en attelant les chevaux plus rapidement que les autres candidats, qui étaient tous des hommes ayant environ la moitié de son âge. Elle a été la deuxième femme et la première afro-américaine à travailler comme factrice sur une ligne étoile. Ce n'était pas un travail facile. Elle était chargée de livrer le courrier en toute sécurité et de le protéger contre les voleurs et les bandits. Elle recevait le courrier de certains trains, le chargeait dans une diligence et se frayait un chemin à travers toutes sortes de terrains, des routes accidentées aux champs boueux. Elle s'est rapidement forgé une réputation de fiabilité. Elle n'a jamais manqué un seul jour de travail et grâce à cela, elle a gagné le surnom de Mary la Diligence. Elle dirigeait avec expertise son attelage composé de plusieurs chevaux et d'une mule nommée Moïse. Lorsque sa route était bloquée par de fortes chutes de neige, empêchant les chevaux d'avancer correctement, elle chaussait ses raquettes, jetait les sacs de courrier sur ses épaules et marchait jusqu'en ville. Malgré sa taille impressionnante, sa carrure, son attitude dure et sa réputation, certains pensaient encore pouvoir avoir raison d'elle. Marie portait avec elle un fusil et un revolver afin que tout fauteur de trouble puisse être rapidement neutralisé d'une seule balle bien placée. La rumeur disait qu'elle avait réussi à repousser une meute de loups en colère avec son fusil. Cela pourrait bien être vrai, car nous savons qu'elle était une tireuse très efficace. Son tempérament était comparé à celui d'un grizzly. Diligence Mary n'était à défier sous aucun prétexte. Pourtant, de nombreux imbéciles l'ont fait quand même. Dans un cas, un homme a sérieusement offensé Mary. Elle a réagi en le bombardant de pierres jusqu'à ce qu'il pleure. Un autre exemple où elle a été contrariée, c'est lorsqu'un cow-boy l'a défiée en duel. Elle a accepté. Lorsque le duel a commencé, elle a dégainé son revolver si rapidement que son adversaire n'avait aucune chance. Marie a délibérément tiré près de sa tête pour qu'il puisse sentir le vent de la balle. Effrayé, l'homme a immédiatement cédé et ne lui a plus jamais adressé la parole. Diligence Marie est devenue une célébrité respectée et adorée à Cascade. Bien qu'elle fût forte et intimidante, les habitants admirent sa générosité et sa gentillesse envers les enfants. De plus, les écoles de la ville fermaient chaque année le jour de son anniversaire pour célébrer sa vie et ce jour spécial. Grâce à sa renommée, les restaurants locaux lui offraient tôt des repas gratuits et dans les saloons, tout le monde voulait lui parler. Malheureusement, le Montana a adopté une loi interdisant aux femmes d'entrer dans les saloons. Marie n'était plus autorisée à boire dans l'un de ses endroits préférés. Mais le maire de Cascade lui a accordé une dérogation. D'ailleurs, personne n'était assez courageux pour essayer de l'empêcher d'entrer. En 1903, à 71 ans, l'âge a finalement eu raison d'elle. Après 8 ans à accomplir son devoir, Mary Fields a pris sa retraite du service de transport du courrier Star Route. Pour le reste de sa vie, elle s'est consacrée à garder les enfants de Cascade et a tenu un service de blanchisserie depuis chez elle. Mary Fields est décédée d'une insuffisance hépatique le 5 décembre 1914 à l'hôpital Columbus de Great Falls à l'âge de 82 ans. Après sa mort, toute la ville était en deuil. Sa disparition a marqué la fin d'une époque. L'Ouest comptait des personnes fortes et courageuses, mais aucune ne ressemblait à Stagecoach Mary. De nombreuses légendes du Far West ont vu leurs histoires exagérées, la fiction se mêlant à la réalité. Mais cela n'était pas nécessaire pour Stagecoach Mary. On la décrivait comme l'une des âmes les plus libres à avoir jamais respiré. Mary Fields a été enterrée à l'extérieur de Cascade. Ses funérailles furent parmi les plus grandes que la ville ait jamais connues. Pour notre dernière histoire, nous retournons au Missouri du début du XXe siècle. Freda Joséphine McDonald est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. Son père, Eddie Carson, était batteur de vaudeville, mais peu de temps après la naissance de Joséphine, il a abandonné sa fille ainsi que la mère de Joséphine, appelée Carrie McDonald. Laissant Carrie seule pour élever un enfant, elle a dû renoncer à son rêve de devenir danseuse de comédie musicale et à travailler comme blanchisseuse.
Carrie a rapidement rencontré un homme gentil appelé Arthur Martin et le couple s'est marié. La famille y s'est agrandie lorsque Carrie a donné naissance à un fils et à 2 autres filles, mais cela signifiait qu'ils avaient plus de bouches à nourrir et Martin était toujours sans emploi. La famille avait très peu d'argent. Joséphine a grandi dans un quartier à faible revenu composé principalement de maisons de chambre, de bordels et d'appartements sans plomberie intérieure. Enfant, elle était mal habillée et avait souvent faim, mais elle a développé beaucoup de débrouillardise. En raison des difficultés de ses parents à subvenir aux besoins de toute la famille, Joséphine a grandi en faisant le ménage et en gardant des enfants pour des familles blanches aisées. Apparemment, elle a commencé à travailler vers l'âge de 8 ans afin de subvenir aux besoins de sa famille et de ses frères et sœurs plus jeunes. Elle était souvent maltraitée et, lorsqu'elle faisait du babysitting, les familles lui rappelèrent de ne pas embrasser le bébé. Une fois, une femme lui a brûlé les mains parce qu'elle avait mis trop de savon dans la lessive. Comme elle passait la plupart de ses journées à travailler, elle n'a plus reçu d'éducation après l'âge de 8 ans. Néanmoins, vers l'âge de 11 ans, elle est retournée à l'école, mais seulement pour 2 ans. Puis, à l'âge de 13 ans, elle s'est enfuie de chez elle et a travaillé comme serveuse dans l'ancien club des chauffeurs. Pendant un certain temps, elle a vécu dans les bidonvilles de Saint-Louis, devant dormir dans des abris en carton et fouiller les poubelles pour trouver de la nourriture. Pendant qu'elle travaillait là-bas, elle a rencontré et peu de temps après épousé un homme nommé Willie Wells. Bien qu'elle soit jeune, Joséphine veillait toujours à être financièrement indépendante. C'était quelque chose d'inhabituel pour une femme de son époque. Quelques semaines après le mariage, la relation a commencé à se détériorer. Étant indépendante, elle n'a pas hésité à quitter Willie Wells, malgré la difficulté que cela pouvait représenter pour elle. C'est à cette époque que Joséphine a commencé à danser, poursuivant le rêve que sa mère avait autrefois. Elle a hérité de ses talents et a perfectionné ses compétences lors de spectacles de rue dans des clubs. En quelques mois, elle parcourait les États-Unis avec le groupe familial Jones et les Dixie Steppers, jouant une variété de sketchs comiques, et elle n'avait que 13 ans. En 1921, Joséphine s'est mariée pour la 2e fois, cette fois avec un homme nommé Willie Baker. Des années plus tard, ils ont divorcé, mais elle a décidé de garder son nom de famille pour le reste de sa vie. Finalement, elle a passé une audition comme choriste pour les Dixie Steppers et la production de Blake, Shuffle Along. Cependant, elle a été refusée. L'organisateur a dit que c'était parce qu'elle était trop maigre et trop foncée. Malgré cela, elle a décidé d'apprendre quand même les parties d'ensemble et les chorégraphies. Même si c'était beaucoup de travail entre les répétitions et le travail. En 1923, sa décision a porté ses fruits. Joséphine a obtenu un rôle dans la comédie musicale Shuffle Along en tant que membre du chœur. Sur scène, elle roulait des yeux et faisait exprès d'agir de façon maladroite. C'est cette touche comique qui l'a fait aimer du public. Cherchant à se faire un nom dans le show business, elle a déménagé à New York en 1924 où elle a décroché des rôles à Broadway. D'abord, elle s'est produite dans les Chocolate Dandy, puis au Plantation Club aux côtés d'autres stars comme Ethel Waters. Encore une fois, elle était la favorite du public et s'est forgé une bonne réputation. En 1925, Joséphine s'est rendue à Paris pour se produire dans la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Durant son séjour à Paris, sa carrière a prospéré. Elle a attiré des milliers de personnes à ses spectacles, aidée par le fait que le public français était obsédé par le jazz américain ainsi que par tout ce qui était exotique. Lors d'une performance en particulier appelée la danse sauvage, où elle ne portait qu'une jupe en plumes, le public français était toujours époustouflé. Pendant cette période, Joséphine a pris des mesures pour lutter contre le racisme et la discrimination qui existaient en Europe. Pour ce faire, elle a exigé que son contrat contienne une clause de non-discrimination. Cela signifiait que son public devait être ouvert à des personnes de toute race. Bien que ce ne fût qu'un petit pas,
elle allait ensuite défendre l'égalité des droits à une échelle bien plus grande. Lorsque la Revue Nègre a fermé, Joséphine a joué dans divers spectacles au célèbre music-hall des Folies Bergères. C'est ici que ses danses érotiques lui ont permis d'atteindre la véritable célébrité. Son spectacle le plus célèbre s'appelait La Folie du jour, et à chaque représentation, elle offrait une performance à couper le souffle. Son costume la distinguait des autres spectacles. Elle dansait en portant une pièce composée de 16 bananes attachées à une jupe. En 1927, Joséphine était l'une des artistes les mieux payées d'Europe. Son talent lui a valu l'admiration de grandes figures culturelles comme Pablo Picasso, Ernest Hemingway et E. Cummings. Hemingway a dit ceci à son sujet. « C'était la femme la plus sensationnelle que quiconque ait jamais vue. » De plus, elle rivalisait avec les célèbres stars de cinéma de l'époque comme Gloria Swanson et Mary Pickford pour le titre de femme la plus photographiée au monde. Son statut de célébrité lui a valu une série de surnoms, dont Vénus noire et Perle noire. Il paraît qu'au sommet de sa carrière, elle a reçu plus de 1000 demandes en mariage. Suite à ce succès, elle a décroché des rôles dans 2 films. En 1934, elle a joué dans Zoo et 1 an plus tard dans Princesse Tam. Avec ses économies provenant de ses spectacles et l'argent qu'elle a gagné en tant qu'actrice, elle a acheté un magnifique domaine qu'elle a appelé les Milandes, situé dans l'ancienne ville de Castelnau-Fayrac, dans le sud-ouest de la France. Avec sa fortune considérable, elle a payé pour que toute sa famille vienne vivre avec elle dans le domaine, quittant ainsi leur maison de Saint-Louis, Missouri. En 1936, Joséphine est retournée aux États-Unis pour jouer dans les Ziegfeld Follies. Bien qu'elle ait connu un immense succès en Europe, elle espérait devenir une grande vedette dans son pays natal. Pourtant, cela s'est avéré désastreux. Le public américain était très hostile, et il semblait que la raison en était la couleur de sa peau. La réaction raciste, non seulement des foules, mais aussi de la presse, lui a brisé le cœur. Elle fut bientôt de retour en France et en 1937, Joséphine se maria pour la 3e fois, cette fois avec un industriel français nommé Jean Léon. Joséphine vivait désormais en France depuis plus de 10 ans, et bien que son mariage avec Jean Léon n'ait duré qu'1 an, cela lui a suffi pour obtenir la citoyenneté française. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Joséphine travailla pour la Croix-Rouge. Elle assistait également à divers événements et soirées avec des hauts responsables de différents pays. Lors de ces événements, elle se mêlait aux invités et usait de son charme pour obtenir des informations sur la localisation des troupes allemandes. Avec l'occupation de la France, elle est devenue membre des forces françaises libres. De plus, dans les années 40, elle a voyagé en Afrique du Nord et dans diverses colonies françaises. Lors de ces tournées, elle maintenait le moral élevé, divertissant les troupes en dansant et en chantant. Cependant, c'est en collaborant avec la résistance française qu'elle a accompli son travail le plus important. Agissant sous couverture, elle faisait passer des messages secrets, cachés dans ses partitions de musique et même dans ses sous-vêtements. C'est également à cette époque qu'elle a fait une dernière fausse couche, après plusieurs autres. À cause de cela, elle a dû subir une opération et a même développé une vilaine infection. Après sa guérison, elle a continué à divertir les soldats et à faire passer clandestinement des messages. Pour ses efforts, elle a reçu les plus hautes distinctions militaires de la France, dont la Croix de guerre, la Rosette de la Résistance et la Légion d'honneur. Après la guerre, Joséphine a passé plusieurs années dans son domaine. Pendant cette période, elle a épousé Joe Bouillon, un chef d'orchestre français. Pendant les années 50 et 60, Joséphine est retournée aux États-Unis pour lutter contre le racisme et soutenir le mouvement des droits civiques. Elle a participé à des manifestations, boycotté des clubs et des salles de concert ségrégées et a même utilisé son influence pour mettre en lumière tous les problèmes persistants aux États-Unis.
Une fois, alors qu'elle était à New York avec son mari, ils se sont vus refuser des réservations dans 36 hôtels à cause de la discrimination raciale. Joséphine était tellement bouleversée par ce traitement qu'elle a écrit des articles sur la ségrégation aux États-Unis. Joséphine a également critiqué la politique non écrite de divers clubs qui décourageaient les clients noirs. Elle a également réprimandé un ancien allié et chroniqueur, Walter Winchell, pour ne pas avoir pris sa défense. Winchell a répondu en la critiquant et l'a même accusée d'être une sympathisante communiste, ce qui était une accusation grave à l'époque. Cela a entraîné la résiliation du visa de travail de Joséphine. Elle n'a eu d'autre choix que de retourner en France et il a fallu presque une décennie avant qu'elle soit autorisée à revenir dans son pays natal. En l'honneur de ses efforts, l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur a nommé le 20 mai la journée Joséphine Baker. En 1963, elle a participé à la marche sur Washington et faisait partie des nombreuses personnalités notables qui se sont exprimées devant la foule immense. Une partie marquante de son discours fut lorsqu'elle déclara « Je suis entrée dans les palais des rois et des reines, dans les maisons des présidents et bien plus encore. Mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et obtenir une tasse de café, et cela m'a mise en colère. Et quand je me mets en colère, vous savez que j'ouvre ma grande bouche, alors attention, car quand Joséphine ouvre la bouche, on l'entend dans le monde entier. » Quelques années auparavant, elle avait commencé à adopter des bébés du monde entier. Au total, elle a adopté 12 enfants. Elle appelait sa grande famille la tribu arc-en-ciel. Joséphine a fait cela en partie pour prouver que des enfants de différentes origines, ethniques et religions pouvaient tout de même être frères. Les visiteurs venaient souvent au domaine et voyaient que ce qu'elle affirmait était plus que vrai. Les enfants étaient heureux et vivaient ensemble en harmonie. En janvier 1966, Joséphine s'est produite au Teatro Musical de la Habana à Cuba. Fidel Castro l'avait invitée personnellement pour célébrer le 7e anniversaire de sa révolution. Son spectacle grandiose a battu des records d'affluence. 2 ans plus tard, Baker a perdu son château à cause de dettes impayées. Cela a fait la une des journaux. Elle a dû être expulsée de force des lieux parce qu'elle ne voulait pas s'en aller. Heureusement, son amie, la princesse Grace de Monaco, a financé un appartement pour qu'elle et ses enfants puissent y vivre. Avec le temps, Joséphine a continué à faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. Lors d'une visite, elle a entamé une liaison avec un artiste américain appelé Robert Brady. À ce moment de sa vie, Joséphine cherchait avant tout une relation platonique. Heureusement, Brady ressentait la même chose. Comme elle était maintenant divorcée de son 4e mari, Joe Bouillon, elle était libre de passer du temps avec Brady. En septembre 1973, le couple s'est rendu à Acapulco, au Mexique. Pendant leur séjour, ils ont échangé leurs vœux de mariage dans une église vide. Bien qu'ils n'aient pas été légalement mariés, car personne n'était présent, cela avait une grande importance pour le lien qu'ils partageaient. Joséphine a gardé les événements d'Acapulco très secrets, car elle pensait que la presse s'en moquerait si jamais elle l'apprenait. Plus tard cette année-là, Joséphine a accepté de se produire au Carnegie Hall à New York. Avant que le spectacle ne commence, elle était nerveuse à cause de ses mauvaises expériences passées lors de ses prestations aux États-Unis. Pourtant, cette fois-ci, elle a été accueillie par une ovation debout. Son accueil a été si émouvant qu'elle a pleuré sur scène devant son public. En avril 1975, à l'âge de 68 ans, Joséphine a fait sa première au théâtre Bobino à Paris. C'était la première d'une série de représentations pour célébrer le 50e anniversaire de ses débuts à Paris. Lors du spectacle, Joséphine a interprété une variété de numéros issus de sa longue et brillante carrière. Elle a reçu parmi les meilleures critiques de sa carrière. Cependant, quelques jours plus tard, le 12 avril 1975, Joséphine Baker est tombée dans le coma et est décédée d'une hémorragie cérébrale. Le jour de ses funérailles, plus de 20 000 personnes ont bordé les rues de Paris pour assister au cortège. De plus,
Le gouvernement français lui a rendu hommage avec une salve de 21 coups de canon. Cela a fait de Joséphine la première femme américaine de l'histoire à être enterrée en France avec les honneurs militaires. En 1991, un film basé sur sa vie est sorti, intitulé L'histoire de Joséphine Baker. Le film a remporté 5 Emmy Awards et un Golden Globe. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, un merci tout particulier à vous. J'espère que vous avez apprécié les histoires et que vous les avez trouvées intéressantes. Si vous avez des suggestions, dites-le moi en commentaire et j'espère que vous êtes abonnés avec les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain Forgotten Life. Merci.